de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour Pauline de Merci Malherbe. d'être dans ce studio ce matin. Peut-être pour la dernière fois de cette séquence, est-ce que vous dites ce matin, vous, patron de la FNSEA, ça y est, la colère agricole est derrière nous? Ah non, pas du tout. Pas du tout. On m'a dit hier, la colère agricole se transforme parce que derrière ce mouvement d'ampleur qui, encore une fois, a commencé au mois d'octobre et qui s'est poursuivi avec ce qu'on a connu depuis 10 jours, on a dit que on levait les points de blocage, mais qu'il fallait transformer cette colère en actions très concrètes pour les agriculteurs. Et on a dit, dès la semaine prochaine, au travail, pour rendre crédible et palpable dans nos fermes ce que sera la simplification annoncée par le Premier ministre. On va revenir dans les détails sur ce que vous avez obtenu et ce que vous espérez encore obtenir. Mais quand vous dites en d'autres formes d'action, vous pensez à quoi? Bah là, d'abord à une période de travail, je le dis, parce qu'il suffit pas de revendiquer. Il y a un moment où faut passer aux choses concrètes. On a cessé de le dire. Et donc ça, c'est le travail maintenant. Et puis ensuite, c'est dans 3 semaines, le salon de l'agriculture, pour lequel le gouvernement s'est engagé à nous apporter un certain nombre de réponses, notamment avec un projet de loi. Et dans ce projet de loi, nous, on veut y voir des choses sur l'installation, sur la transmission des exploitations. On veut y voir des choses sur la compétitivité de nos fermes, parce que le prix est un sujet central de ce qui s'est discuté depuis quelques jours. Et enfin, on veut y voir des choses sur la souveraineté alimentaire. Parce que le chapeau de tout ça, c'est comment finalement on réaffirme que dans les années qui viennent, la place de l'agriculture, ce que nous mettrons dans nos assiettes demain, est un sujet primordial. La question des revenus, on le comprend bien, ça n'a pas été la priorité finalement dans les réponses qui vous ont été apportées. Mais avant justement d'y rentrer dans les détails, il y a quand même un mot que vous nous avez prononcé qui est le mot action, et j'ai toujours pas compris à quoi vous faisiez référence. Ça veut dire, est-ce que vous dites au gouvernement, bon, il y a cette échéance du salon de l'agriculture dans 3 semaines. Si dans 3 semaines, vous n'avez pas transposé par écrit, vous n'avez pas des preuves sonnantes et trébuchantes que les engagements que vous avez pris devant nous, c'est pas du vent, on remet le couvert? Oui, bien sûr, on a dit qu'on voulait maintenant travailler et avoir du concret, donc il y a ces 3 semaines, et on a écrit qu'on se donnait jusqu'au mois de juin pour avoir une loi en dur, parce qu'on sait bien qu'une loi, ça peut pas se faire en 15 jours. Mais évidemment, si finalement on n'était pas considéré, ou si tout ça n'était qu'un feu de paille, on remettra le couvert. Vous savez, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, on est plus de 400 000 agriculteurs aujourd'hui, et on ne voit pas la ligne qu'on veut se fixer. On a compris qu'il y avait des sujets français, d'urgence, c'est ce qu'a dit le Premier ministre hier. On a dit qu'il y avait des sujets européens, et le Président de la République s'est exprimé en disant d'ailleurs assez vertement que la manière dont ça fonctionnait n'était pas au rendez-vous. Il avait presque l'air d'être des vôtres. Bah, en tous les cas, s'il a entendu les propos qu'on porte depuis quelques semaines, on s'en réjouit. Mais il s'est réveillé là-dessus, vous avez l'impression? Bah, je pense qu'il y a une prise de conscience, oui, il y a une prise de conscience que à la fois l'Europe auquel on est attaché, à Non, la mais FNSEA. comme si lui-même demandait à l'Europe, comme s'il regardait l'Europe presque de l'extérieur? Non, non, enfin, je pense qu'il est clairement dedans. Enfin, on l'a vu en Il tous la les cas fera évoluer? sur le Mercosur. On l'a vu prendre une position très précise, sur lequel il est assez esseulé, mais pourtant il a tenu, me semble-t-il. Encore faudra-t-il que ça tienne durablement. Sur Sur le Mercosur, puisque vous en parlez, disons un mot. En effet, le président français affirme que cet accord ne sera pas ratifié. Jusqu'à présent, comme vous le dites, en effet, il a obtenu gain de cause. Mais c'est vrai que quand on écoute nos confrères journalistes allemands ou espagnols, c'est un tout autre son de cloche, puisque là-bas, que ce soit les Allemands ou les Espagnols, ils appellent de leur vœu ce Mercosur. Qui aura un gain de cause? Écoutez, je ne sais pas. Je dis simplement qu'il faut tenir la digue. Le sujet, c'est pas de ne plus commercer. Le sujet, c'est la réciprocité et c'est la loyauté des échanges. On l'a dit des centaines de fois. On peut pas produire en France avec des hauts standards, ou en Europe avec des hauts standards de qualité, et être mis en concurrence avec des gens qui n'ont ni nos règles ni nos normes. Je crois que c'est assez simple à comprendre. Donc, il faut absolument qu'on avance. Mais je vais revenir à la question européenne. La question européenne pour nous, c'est comment on donne de la vision. Vous savez, l'Europe, pour nous, c'est là où se décident toutes les politiques agricoles. Donc c'est un sujet essentiel. Aujourd'hui, pour les agriculteurs français, la PAC, c'est 9 milliards d'euros par an. On ne peut pas s'en passer. Donc on a besoin de regarder comment on structure des choses qui correspondent aussi à la réalité de nos exploitations. Au bout de 5 ans de ce mandat européen, parce qu'on avait aussi un commissaire à l'agriculture qui n'a pas fait son travail, on est partout en Europe dans des situations extrêmement compliquées. Nous, ce qu'on veut, c'est reposer les choses sur la table, dire que la souveraineté alimentaire en Europe, c'est absolument décisif pour tous les Européens, pour la manière dont, encore une fois, demain, on se nourrit, demain, on produit, y compris, je le dis, parce que j'entends beaucoup de choses sur la question écologique, que nous n'écartons pas. Encore faut-il pour ça
garder les agriculteurs. Alors justement, il y a beaucoup de points dont vous parlez et cette histoire de faire une pause dans la restriction de l'usage notamment des pesticides. Je voudrais que vous écoutiez un agriculteur qui a témoigné ce matin sur RMC. Il est agriculteur en Vendée, il fait de l'exploitation de viande bovine et lui, il estime que cette pause dans l'usage des pesticides, c'est plus pour les céréaliers que pour les agriculteurs en général. Écoutez. De ce qu'ils ont obtenu là. Il faut quand même savoir que c'est tout à fait ce qu'ils demandaient toute la partie céréales. C'est eux qui vont bénéficier le plus de cela et c'est pas eux qui ont le plus gros problème de revenus. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle le SAMU Social National Agricole. On aide les agriculteurs en difficulté, on leur trouver des solutions. Et moi, je peux vous dire que dans 90% de nos dossiers, ce sont des dossiers d'élevage. Ce ne sont pas les dossiers céréaliers. Il dit qu'au fond, ce sont la partie céréalier, vous, notamment la FNSEA, qui a gagné au détriment d'exploitations comme la sienne. Je voudrais d'abord rappeler qu'à la FNSEA, on regroupe toutes les agricultures, tous les territoires et tous les profils d'exploitation. Que je suis pour ma part céréalier, que le premier vice-président Jérôme Despey est viticulteur, que le deuxième est éleveur de viande bovine. Donc on a tous les profils. Donc je veux le rappeler parce que on est le premier syndicat agricole et encore une fois, on a tous les types d'exploitation. La deuxième, c'est que, vous voyez, dans cette crise, il y avait des demandes qui étaient très différentes. Beaucoup de gens ont dit non mais il faut refermer les frontières. Mais à la FNSEA, nous avons des viticulteurs. Comment on fait en viticulture française demain si on ferme les frontières? Ça n'est pas possible. À la FNSEA, on a aussi des éleveurs. Je voudrais que ce monsieur regarde ce qui a été annoncé hier. La mesure la plus importante qui a été annoncée hier, mesure d'urgence, elle concerne le monde de l'élevage bovin, avec l'annonce de 150 millions d'euros annuels pérennisés, d'un soutien à la valorisation du stock, pour pouvoir permettre aux éleveurs qui ont des valorisations de stock qui fluctuent de ne pas être impactés dans leur trésorerie. Donc il faut regarder ce qui a été donné hier. Et puis il y a le sujet des moyens de production, parce qu'on parle des pesticides, mais on peut parler de l'eau aussi. Il n'y a pas d'agriculture sans eau. Donc on a besoin de prendre tous ces sujets. Comme l'agriculture française, elle est diverse. On ne peut pas traiter avec une seule mesure l'ensemble des problèmes que l'on rencontre. Mais lorsque Gabriel Attal dit hier, par exemple, qu'il y a 10 normes qui ont été supprimées, il fait référence à quoi ? Alors, on va regarder, parce qu'il a parlé de décret, et puis encore une fois, moi, je veux prendre les choses les unes après les autres. Je vous avoue que depuis quelques jours, je n'ai pas eu le temps de regarder la totalité de ce qui était décidé, et notamment un certain nombre de décrets qui ont été signés hier, mais on va le faire dans les toutes prochaines heures. Il y avait plusieurs thématiques. Il y avait tout ce qui concernait les délais, beaucoup trop longs. Quand vous voulez faire un permis de construire pour un bâtiment d'élevage, quand vous avez un recours qui dure plusieurs mois, voire plusieurs années, qui d'ailleurs décourage l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprise des agriculteurs. Un certain nombre de mesures qui concernent la vie quotidienne, sur le fiscal, sur le social, sur les normes, sur les inscriptions. Vous savez, les agriculteurs, ils sont habitués à remplir toute la journée des papiers, et c'est ça. Donc il y en a une partie qui, dès maintenant, dès aujourd'hui, dès demain, vont être effectivement supprimées dans ces papiers. C'est l'objectif. C'est immédiat. Oui, c'est l'objectif, avec des décrets. Et puis dès la semaine prochaine, à l'invitation des préfets, dans tous les départements, regardez département par département ce qui peut être simplifié. Parce qu'encore une fois, si vous êtes au nord ou au sud ou à l'est ou à l'ouest de la France, en fonction des typicités territoriales, vous pouvez avoir des simplifications qui ne concerneront pas tout le monde. Est-ce que ces simplifications ne vont pas mettre en danger d'abord la santé des agriculteurs ? Alors, je ne comprends pas cette question. Sur les normes dont parlait d'ailleurs tout à l'heure Pascal, est-ce que des agriculteurs ne vont pas être mis en danger parce que continuer à être exposés aux pesticides? Est-ce que vous n'êtes pas inquiet de cette responsabilité-là? Non, mais je dis que je vois bien le centrage sur les pesticides. Je vous donne un exemple de simplification. Bah, c'est pas rien quand même dans les décisions qui ont été prises hier. Mais je vais vous en parler. Juste un exemple de simplification. Aujourd'hui, quand vous êtes producteur de moutons, producteur ovin, et que vous récupérez la laine de vos animaux, vous pouvez pas l'utiliser pour faire de la litière, parce que la norme ne le permet pas, parce que aujourd'hui, c'est pas possible. Demain, ça va le devenir. Ça, c'est de la simplification, ça évite de dépenser de l'argent pour acheter de la litière, c'est très facile. Revenons aux pesticides. Qu'est-ce qu'on dit? D'abord, qu'on les utilise pas par plaisir. Deux, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on va évoluer. On entend l'attente sociétale qui consiste à dire qu'il faut qu'on fasse attention. Mais je voudrais rappeler que d'abord, les pesticides, il peut y en avoir de manière naturelle ou de synthèse, et qu'on en utilise, y compris en agriculture biologique. Donc, on a besoin d'un certain nombre de matières actives pour pouvoir faire en sorte que quand une plante est attaquée par une maladie, par un champignon, elle puisse se défendre. Quand un auditeur
met un pied de tomate cerise sur son balcon, s'il a du mildiou sur ses tomates et qu'il fait pas quelque chose, il n'y a pas de tomates. Et donc, si, quand on produit, il n'y a pas de produit à la fin, il n'y a plus d'entreprise. Donc, le sujet, c'est de regarder quelle est la trajectoire d'évolution. Nous, on est très demandeurs. Parce que moi, sur mon exploitation, je n'achète pas des pesticides par plaisir. Je le fais parce que si, quand j'ai une attaque de septoriose sur mon blé, par exemple, je ne le protège pas, eh bien, à la fin, j'ai une récolte en très forte baisse. Quelle est la trajectoire? Quels sont les moyens? Quels sont les moyens de recherche? Nous, ce qu'on veut, là, maintenant, tout de suite, c'est qu'on nous dise, telle molécule, elle peut poser problème de santé publique. Donc, on met les meilleurs chercheurs autour de la table, on se donne une échéance, on y met les moyens et on trouve des solutions. La pause, pour l'instant, elle ne dure que jusqu'au salon de l'agriculture. J'ai bien compris. Oui, la pause, d'abord. C'est 3 semaines. Non, mais là, on a dit, d'abord, la pause, c'est le fait de mettre à l'arrêt pour recréer de la confiance. Parce que je rappelle que Ecophyto, ça n'est pas nouveau. Oui, mais ça veut dire que dans 3 semaines, on fait quoi? Ça veut dire que là, d'ici 3 semaines, on regarde comment on construit les trajectoires que je viens de vous décrire. Qu'est-ce qui pose problème? Quels sont les moyens affectés? Quelles équipes on met en face? Et quelle est la durée pour essayer de trouver des résultats? Moi, je suis pas chercheur, mais en tous les cas, j'ai envie de trouver des solutions. Donc ça, il faut qu'on le fasse tout de suite. Tout de suite. Après, on sait que ça prendra un peu de délai. C'est pour ça que je vous parle de trajectoire. Parce qu'il faut pas raconter n'importe quoi. On va pas, en un claquement de doigts ici, trouver une alternative. Mais qu'est-ce qui se passe si, comme c'est le cas jusqu'à maintenant, on dit à un moment, on interdit? Est-ce que la trajectoire telle qu'elle était définie, c'est-à-dire moins 50% d'usage des phytos d'ici 2030, est-ce que cette trajectoire-là, elle est toujours la vôtre? Il faut qu'on la travaille. Moi, je ne sais pas dire. Je me méfie toujours des chiffres incantatoires. Regardez ce qui s'est passé. Ce moins 50%. Donc on ne fixe pas cet objectif pour l'instant. En tout cas, vous ne voulez pas qu'on le fixe de manière gravée dans le marbre. Mais si on peut aller plus loin, allons plus loin. Mais au moment où on se parle, moi je veux qu'on dise quelle molécule, quelles équipes, quels moyens. Oui, mais bien sûr. Non, mais il faut bien comprendre ce que... Voilà. Je dis que si on peut aller à 60% ou 70%, pourquoi pas? Et peut-être que le bon chiffre, c'est 30. Je me méfie des déclarations parce que, encore une fois, regardons ce qui s'est passé. Mais ça veut dire qu'au moment où on se parle, vous appelez quand même à ce qu'on lève cette obligation gravée dans le marbre, 2030, moins 50%. Ça n'a pas marché dans les 10 dernières années. Alors, enfin, je voudrais être précis. Non, mais allons-y, prenons le temps. Prenons le temps. Je voudrais qu'ensuite on parle de la loi Egalim et de la question des prix. On a eu sur Ecophyto déjà deux rounds, si on peut dire, qui n'ont pas fonctionné. Alors même que les agriculteurs ont fait des efforts substantiels. Moins 90% des matières actives les plus dangereuses. On ne les utilise plus, moins 90%. Sur celles qu'on appelle les CMR2, on est à plus de moins 50%, moins 60%. Donc on a fait des efforts. Jamais on nous donne acte de nos efforts. On a l'impression que c'est toujours ça va pas, ça va pas. Si on n'est pas capable de donner une trajectoire qui motive tout le monde à atteindre les objectifs, alors on aura une forme de résistance et on n'y arrivera pas. Nous, ce qu'on dit, c'est soyons précis, expliquons, trouvons des alternatives. Moi, ce que je veux pas, et je mets la ligne rouge, ce que je veux pas, c'est qu'on nous dise c'est pas possible en France, alors qu'un producteur allemand là, un producteur belge là, ou des gens d'ailleurs. Si on le fait ici, on le fera ailleurs. Évidemment. Arnaud Rousseau, la loi Egalim, faut-il l'élargir à toute l'Europe? Faut-il la renforcer? Alors la renforcer certainement, notamment avec un volet qui est très clair, qui est que il faut d'abord négocier entre les organisations de producteurs et les industriels, avant que les industriels négocient avec la grande distribution, parce que c'est ça la construction. Voire même vous mettre tous les trois autour de la table. C'est d'ailleurs une des pistes de réflexion. C'est-à-dire actuellement, on devient tous spécialistes de la loi Egalim. Actuellement, l'industriel, c'est-à-dire celui Danone, Nestlé, etc., négocie ses prix avec l'agriculteur, puis il va autour de la table avec la grande distribution, et les négociations commerciales, ils ne sont plus que deux, c'est-à-dire la grande distribution et l'industriel. Est-ce qu'il faudrait mettre les trois autour de la table? Est-ce qu'il faudrait que l'agriculteur soit lui aussi assis dans cette pièce? Alors, l'agriculteur peut avoir sa place évidemment, mais je voudrais expliquer que c'est pas chaque agriculteur qui va aller faire le tour des Bien sûr, les représentants. Non, mais il faut organiser, parce que tout le monde n'est pas organisé pour ça. Donc on a besoin d'abord d'organiser la profession agricole avec des organisations de producteurs que nous n'avons pas partout. Ensuite, c'est intéressant qu'on soit à table des négociations, parce que vous savez, il y a une forme... depuis des années, on explique que c'est pas moi, c'est l'autre. Bon, ça tient plus. Là, il y aurait une transparence. Plus, évidemment. Et nous, ce qu'on dit, c'est que on a besoin de construire en marche avant à partir des coûts interprofessionnels pour qu'on reconnaisse qu'il y a un coût de production, il y a une rémunération et qu'ensuite, on continue. Élargi à l'Europe? Oui, ça peut avoir du sens parce qu'on voit bien que les choses sont pas non plus de même nature en Europe. Le coût du travail est pas le même quand vous êtes en Roumanie qu'en France. Donc il faut qu'on le regarde. Ce qui nous intéresse surtout au niveau européen, c'est de s'assurer que sur le sujet des centrales d'achat, on n'ait pas de dérivation, de contournement de la loi. Et puis, l'histoire des contrôles, puisque vous savez que seulement 3% de ce qui rentre comme denrées alimentaires en Europe est contrôlé, nous paraît aussi aller dans le bon sens. Vous les négociez où, vous, les prix des huiles de sieur? Alors d'abord, je n'y participe pas à titre personnel, puisque comme je l'ai déjà indiqué, moi je suis président d'un conseil d'administration non exécutif, mais ce qui m'intéresse pour les agriculteurs, c'est de s'assurer que le sieur paye
bien les graines aux agriculteurs avec la plus-value qui correspond à la manière de produire. Ensuite, elle se négocie comme tout le monde, dans des boxes de négociation avec chaque distributeur ou représentant de distributeur. Et au moment où je vous parle, comme ça s'est clôturé Avant-hier soir, j'ai pas encore le retour. Non, mais la question c'est, quand vous dites des box, les box, ils sont physiquement sur l'Hexagone ou ils sont en dehors de l'Hexagone? Alors ça dépend, nous c'est essentiellement dans l'Hexagone, mais il peut y avoir des négociations ailleurs. Donc il y a une partie des négociations de vos huiles qui échappe à la loi Egalim. Non, aujourd'hui, l'essentiel se fait sur le territoire national. Mais l'essentiel, c'est pas tout. Oui, j'ai pas ce degré de détail, pardonnez-moi encore une fois. Non, mais en termes de volume, est-ce que vous savez je ne sais pas répondre à cette question. Je parle évidemment, en l'occurrence, de ce qu'il se passe, par exemple, avec les centrales d'achat de Leclerc, avec les centrales d'achat d'Auchan, qui sont principalement au Portugal, en Belgique, en Pologne, et qui sont une manière, en effet, de détourner, de contourner, même plus précisément, la loi Egalim, puisqu'ils n'y sont donc pas soumis. Est-ce que vous acceptez ça, vous, en tant que groupe Avril, avec les huiles de Sueur, par exemple? Je rappelle à ceux qui nous écoutent que, outre la FNSEA, vous êtes effectivement à la tête d'un des géants de l'agroalimentaire en France, qui est donc le groupe Avril, qui produit les huiles Le Sieur et Puget. Avril, c'est un groupe d'agriculteurs créé par des agriculteurs pour des agriculteurs. Et donc, ce sera toujours des agriculteurs à la tête d'Avril et ça changera pas, même quand ce sera plus moi. Ensuite, Avril, ce qu'il veut, c'est valoriser la matière première des agriculteurs. Alors, je vous ai dit qu'on était en européen. Donc, le sens d'un Egalim européen, ça a du sens. On peut pas dire que nous, on veut réfléchir pour l'agriculture en européen et considérer que pour le reste, il faut qu'on soit national. Donc, moi, je ne sais pas si les négociations se passent à Paris, à Bruxelles, à Madrid ou ailleurs, mais c'est central. C'est central. C'est-à-dire, si vous montrez pas l'exemple, on se dit, qui? D'où l'intérêt de faire en sorte qu'on ait un cadre européen. Mais est-ce que vous seriez prêt à dire, montrons, oui, l'exemple, et nous, le groupe Avril, nos huiles, on les négociera que dans le cadre de l'Hexagone? Vous pouvez m'excuser, en fait, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix parce que le distributeur vous dit c'est là. Alors encore une fois, Avril, ce que vous nous dites, je ne sais pas où Avril négocie. Je ne sais pas où Avril négocie. C'est si le négociateur, c'est-à-dire si Leclerc vous dit écoutez, moi j'achète vos huiles, mais je les achèterai uniquement si on se retrouve chacun avec notre petite mallette pour aller négocier les prix sur une table qui ne sera pas en France, mais qui sera en Belgique ou en Pologne, vous n'aurez pas le choix. Parce que vous serez obligé de vendre à Leclerc? Je ne sais pas, concernant, encore une fois, le Sieur, comment les négociations se passent. Je ne suis pas du tout, pour ma part, à ce ça m'étonne que vous ne soyez pas intéressé à cette question-là. Vous êtes aux premières loges. Évidemment, mais je ne demande pas où ont lieu les rendez-vous, pour rien vous cacher. Sauf que c'est ce qui change tout. C'est ce qui change tout. Je veux être précis. Je dis qu'il n'est pas question qu'on dévie la loi Egalim. Il n'est pas question qu'on dévie la loi Egalim en profitant d'un cadre européen qui contournerait la loi française. Et c'est pour ça qu'on a poussé, vous voyez, là il y a de la cohérence, on a poussé à ce qu'il y ait un cadre européen d'Egalim pour faire en sorte qu'au niveau européen, on construise le prix le revenu de l'agriculteur en marche avant. C'est ça qui me concerne. Et qu'après, il y ait des entreprises, Avril ou une autre, qui soient soumises à des contraintes, c'est ce qu'on constate. Ce qui importe pour nous, c'est comment l'agriculteur sur tout le territoire européen est justement payé du prix de son travail avec la construction du prix en marche avant. Au moment où l'on se parle, il y a encore quelques points de blocage, peu, mais quelques-uns, et notamment ceux qui sont tenus par le troisième syndicat agricole, qui est la Confédération Paysanne. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Écoutez, moi je parle aux gens qui nous suivent. La Confédération Paysanne, elle fait ce qu'elle a à faire. Vous n'avez pas réussi d'ailleurs à créer une intersyndicale avec les trois syndicats, c'est-à-dire la coordination, la Confédération Paysanne, la coordination rurale et la FNSEA, qui est le premier syndicat. Non, enfin on se parle, on se voit toutes et les jeunes semaines, agriculteurs, bien sûr, qui pour le coup parlent beaucoup avec vous. Il y a une sorte d'intersyndicale jeunes agriculteurs FNSEA, si je peux me permettre. On se voit régulièrement, vous savez, c'est aussi des agriculteurs. Moi, j'ai du respect pour ça. On a des positions qui peuvent être sensiblement différentes. Aujourd'hui, nous, on a pris nos responsabilités depuis le début en disant très clairement qu'on voulait pas de dégradation, qu'on voulait du calme, qu'on voulait porter une revendication claire auprès du consommateur, auprès des Français qui massivement ont compris ce qu'on réclamait. Aujourd'hui, c'est difficile, après un mouvement comme ça, de dire maintenant vous allez rentrer chez vous, parce qu'il y avait beaucoup d'espoir qui avait été créé. Moi, je suis allé sur un certain nombre de points où on a eu des adhérents qui nous ont dit ça va pas, ce que vous faites, ça va pas. Voilà. Donc c'est pas un moment facile, mais c'est un moment de responsabilité. Et c'est ce qu'on a fait en disant. Il y a eu le moment de la revendication très fort, y compris avec des gens qui étaient avec nous, qui n'étaient jamais sortis de leur ferme pour une manifestation syndicale. Maintenant, c'est le temps du travail et de la responsabilité, avec un retour, comme vous l'avez indiqué, avant le salon de l'agriculture et une échéance au mois de juin. Arnaud Rousseau,
est-ce que la responsabilité, elle va jusqu'à payer les dégâts? Il y a 150 000 € de dégâts sur certaines autoroutes, jusqu'à 1 million peut-être en Haute-Vienne, notamment par le passage de ce convoi qui venait d'Agen. On a entendu Gabriel Attal qui disait tu casses, tu salis, tu nettoies. Est-ce qu'il faut que les agriculteurs participent aussi J'ai à tout d'abord, cela? nous avons, avec les jeunes agriculteurs, demandé qu'on puisse avoir un état des lieux de ce qui a été dégradé, cassé, en essayant quand même de cibler qui sont les responsables, c'est important, la responsabilité. Ensuite, on a demandé que partout, au moment de quitter les points de blocage, à mesure du possible, on nettoie. Parce que ça aussi, c'est l'esprit de responsabilité qu'on veut faire. Mais je sais que pour notamment les gens qui gèrent les autoroutes, il y a notamment des pertes d'exploitation, puisque ça fait 10 jours Bien que, sûr. voilà. Donc tout ça, on les verra. J'en ai eu un certain nombre au téléphone. Je leur ai expliqué aussi que ce moment était un moment crucial pour nous, parce que c'était notre avenir qu'on jouait. Je Et vous crois appelez que à une forme de solidarité de oui, leur oui, part? on va évidemment leur demander d'être compréhensifs par rapport à ce qui s'est passé. Ce n'était pas eux la cible, je crois qu'ils l'ont compris. La cible, c'était vraiment d'expliquer qu'il y avait un gros malaise. Donc on va regarder ça dans les prochaines journées. Et moi, évidemment, je me tiens à leur disposition pour essayer de trouver les voies qui permettront à tout le monde de sortir proprement de cette Merci action. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. On l'a bien compris, vous serez vigilant aussi dans les jours qui viennent sur l'application des mesures qui vous ont été annoncées hier, avec cette échéance dans 3 semaines, le Salon de l'agriculture. Merci à vous. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.